Maud, tu as voulu nous parler de la situation à Gaza aujourd'hui et de l'avenir de la Palestine, qui est un combat historique de l'humanité. Oui, parce que la protection du peuple palestinien, c'est une urgence absolue, que chaque jour compte en ce moment et que les semaines à venir vont être absolument décisives. Là, on n'est pas dans une guerre de plus, c'est l'avenir même de la Palestine qui est en jeu. Depuis 19 mois, l'armée israélienne a tué aveuglément plus de 53 000 personnes, dont près de 16 000 enfants. Ceux qui ont survécu sont suspendus à l'aide humanitaire que Netanyahou bloque ou laisse passer au compte-gouttes de façon très sadique. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au moins 57 enfants là, seraient morts des effets de la malnutrition depuis le début du blocus de l'aide humanitaire le 2 mars. Et il faut bien avoir conscience là, que c'est la possibilité même d'un avenir pour la bande de Gaza que Netanyahou est en train d'anéantir. Il y a près de 70% des zones agricoles qui ont été totalement rasées, 95% des écoles qui sont hors d'usage. Les 12 universités sont totalement détruites. La bande de Gaza n'est vraiment plus qu'un cimetière où les survivants sont enfermés et condamnés dans cet enfer à ciel ouvert. Alors une ONG qui est basée à Gaza, dont le travail a été relayé par le journal britannique The Guardian, a analysé les effets psychologiques de la guerre sur les enfants. Écoutez bien ces chiffres, ils sont assez terrifiants. 96% des enfants gazaouis pensent que leur mort est imminente et 49% souhaitent mourir. Ça veut dire qu'un enfant sur deux, aujourd'hui, préférerait mourir plutôt que de survivre dans telle souffrance quotidienne. La situation est terrifiante, mais on sent quand même une forme de retournement de l'opinion. Pourquoi ce changement de pied, notamment en France ? Déjà parce que ça devenait quand même un peu compliqué pour les dirigeants politiques de fermer les yeux devant de telles horreurs. Les crimes de guerre, maintenant, ils sont documentés. La Cour internationale de justice, donc l'organe judiciaire de l'ONU, mais aussi Amnesty International, attestent, preuve à l'appui, que la population palestinienne de Gaza est victime d'un génocide. Alors c'est un mot qu'on a mis du temps à utiliser dans le débat public en France et c'est toujours difficile parce que c'est vrai qu'il renvoie, surtout en France d'ailleurs, à la mémoire de la Shoah. Mais ce débat autour du terme de génocide, je trouve qu'il a finalement fait réfléchir sur la nature exacte de ce qui était en train de se passer à Gaza. On n'est pas dans un énième conflit, mais bien dans une volonté qui est explicite maintenant, assumée même par l'extrême droite israélienne, d'éradiquer la population de Gaza, de la chasser de ses terres par la mort ou par les déplacements forcés. Je trouve que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que Gaza est devenu vraiment un laboratoire pour une nouvelle forme de capitalisme sauvage, suprémaciste, qui est incarné par le duo macabre Trump-Netanyahou. Il piétine le droit international, il tente de privatiser l'aide humanitaire, il viole la souveraineté territoriale, il monte un plan business absolument indécent pour transformer Gaza en Riviera. Et c'est vrai que là, je pense que dans la séquence, Washington et Tel Aviv sont vraiment en train de tester la résistance de la communauté internationale. Et certains dirigeants européens, heureusement, l'ont compris. Un autre élément important qui a entravé, je pense, la mobilisation pour Gaza, c'est la nature même du débat public en France. C'est vrai qu'après le choc des massacres commis par le Hamas le 7 octobre, la moindre critique du gouvernement Netanyahou a été renvoyée à de l'antisémitisme. Ce poison lent, il a pourri le débat public et finalement, il a contribué à nourrir l'antisémitisme qu'il était censé combattre. Il faut rappeler qu'Israël tire sa légitimité internationale de la conscience même du crime contre l'humanité commis contre les Juifs d'Europe. Et c'est vrai que c'est douloureux de voir cet État devenir lui-même le laboratoire d'idéologie mortifère. Et Maud, pourquoi les semaines à venir seront décisives ? D'abord parce qu'en fait, faut se rendre compte que chaque jour compte. On voit qu'il continue de pilonner la bande de Gaza, donc chaque jour compte pour sauver des vies. Et puis la pression internationale, elle doit s'intensifier pour imposer un cessez-le-feu, laisser passer l'aide humanitaire, laisser entrer les journalistes. Ça, c'est un enjeu majeur d'information. Et puis surtout, du 17 au 20 juin, à New York, la France et l'Arabie Saoudite vont présider une conférence internationale sur la question palestinienne. Les deux pays ont plaidé, je crois que c'était vendredi dernier, en faveur d'actes concrets, en faveur d'un plan pour rendre possible la solution à deux États. Et donc l'idée de cette conférence, si elle y arrive, et on l'espère, c'est d'enclencher de nouvelles reconnaissances de l'État de Palestine, parce qu'aujourd'hui, l'État est reconnu par près de 150 pays, pas encore par la France, qui devrait le faire enfin à cette occasion.
Ouais, c'est pas trop tôt, mais maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour les Palestiniens? Ah, évidemment que cette reconnaissance, elle aurait avant tout une portée politique symbolique, mais pas seulement. Il faut savoir que la Palestine est aujourd'hui membre à part entière de certains organismes internationaux, comme la Cour pénale internationale, mais elle n'a toujours pas obtenu d'adhésion pleine et entière aux Nations Unies. L'année dernière, le 18 avril 2024, les États-Unis avaient encore une fois mis leur veto à cette demande. Alors c'est vrai que cette reconnaissance française, elle entérinerait un changement de pied diplomatique et permettrait de redoubler la pression sur Israël. Vous allez me dire, la loi Netanyahou, il s'en contrefou. Et c'est vrai, c'est bien le problème. Et c'est pour ça que cette reconnaissance, elle ne suffira pas seule, loin de là. Il faut s'attaquer à cette impunité insupportable dont bénéficie ce criminel de guerre qui s'essuie les pieds sur le droit international, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il faut le rappeler. Et pourtant, aucune sanction a encore été prise. L'Union européenne avait su le faire pour la Russie, l'Iran ou même la Russie. Et là, elle n'a absolument pas bougé le petit doigt jusqu'à maintenant pour sanctionner le gouvernement israélien. Et donc après l'indifférence, la complicité, les lâchetés, l'Union européenne, grâce à l'Espagne, il faut le dire notamment, commence à hausser le ton et brandit des menaces. Il faut maintenant qu'elle passe aux actes vite, qu'elle stoppe les livraisons d'armes et qu'elle tape au portefeuille, quoi. Enfin, je crois qu'on ne pouvait pas finir cette chronique sans parler du courage des Israéliens qui battent le pavé contre leur gouvernement meurtrier. Comme eux, on est convaincus que seule la fin de l'occupation, de la colonisation, l'arrêt de l'oppression du peuple palestinien permettront à Israël de connaître la paix et la sécurité. Et comme eux, en ce moment, on ne peut pas regarder ailleurs que vers cette enclave où il y a tout un peuple qui agonise, où pourrait s'éteindre une nouvelle fois notre humanité commune si on ne fait rien. Merci beaucoup, Maud, pour ces quelques mots. Mejda? Oui, c'est évidemment très dur, mais très juste, les quelques mots que tu as dit, Maud. J'aimerais savoir, puisque tu as fini avec le peuple, en parlant du peuple israélien notamment, effectivement, on les a vus, ces photos de manifestations, etc., sur place. Alors, la gauche israélienne a été dans différents États ces 80 dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, elle fait toujours partie de la solution? Quel poids elle pèse aujourd'hui, en ce moment? Est-ce qu'il y a des perspectives à l'intérieur de l'État d'Israël qui sont relativement bonnes ou pas? Elle doit impérativement faire partie de la solution, mais après, on voit que la gauche israélienne aujourd'hui est extrêmement minoritaire. Ils sont moins de 10 à la Knesset sur 120 députés. Ils sont extrêmement courageux, notamment je pense aux députés communistes qui font face à la violence du gouvernement Netanyahou. Les sondages étaient très mauvais il y a encore quelques mois, et même en Israël, on sent que l'opinion est quand même un peu en train d'évoluer, je ne veux pas dire basculer. Là, on va suivre d'ailleurs pour le journal de lundi prochain les manifestations à Tel Aviv. Elles sont de plus en plus nombreuses, mais c'est vrai que la gauche était déjà affaiblie avant le 7 octobre, indéniablement, mais c'est vrai qu'il y a eu, ça a complètement étouffé les voix pacifistes, mais la solution devra passer par là aussi, parce que Netanyahou, il met aussi, surtout, en danger son propre peuple, son propre État. Et comme on dit, il n'y aura pas de sécurité pour l'État d'Israël sans paix et sans État pour les Palestiniens.